Quand j'ai fait mon bac en anthropologie, la troisième vague féministe était... on était en plein dedans. Je ne sais pas c'est quoi les dates officielles qui sont données sur Wikipédia ou whatever, mais tu sais, tournant du millénaire, c'était en plein ça. Et il y avait beaucoup dans les corridors universitaires des sciences humaines des débats qui pourraient ressembler un peu à un combat contre une science qui se veut plus proche des sciences dites pures, ce qu'on pourrait appeler un peu la modernité, là, les Lumières, et un postmodernisme qui, évidemment, a certaines critiques pertinentes. Hein. Je veux pas... je veux faire cette critique-là tout en nuances, mais qui jetait un peu le bébé avec l'eau du bain, essentiellement, en disant, par exemple, prenons la notion de relativisme culturel, qui est centrale à l'ethnologie. Le relativisme culturel, ça ne veut pas dire que rien ne se vaut, qu'il n'y a plus de science qui est possible. Par exemple, des fois, tu entends des discours du genre le genre est un construit social, donc on peut faire ce qu'on veut. Mais c'est pas aussi simple que ça. Justement, c'est comme je disais, c'est jeter le bébé avec l'eau du bain, c'est-à-dire que les cultures humaines, c'est complexe, c'est des phénomènes qui sont très proches de ce qu'on appelle les religions. On fait l'erreur de penser que les religions, c'est juste les trois grandes religions du livre. Là, après, on ajoute l'exception, tu sais, genre hindou, bouddhiste, taoïste. Mais la réalité, c'est qu'il y a à peu près autant de cultures qu'il y a de religions. Et qu'il y a de langues et qu'il y a de dialectes. L'appartenance d'un peuple, l'âme d'un peuple, c'est essentiellement une langue et un système de croyances. Et donc des valeurs, si on veut le dire autrement. Et donc, dire que c'est construit socialement, ça ne veut pas dire que ça n'existe pas, ça ne veut pas dire qu'on peut faire n'importe quoi. C'est construit à l'intérieur de certaines règles qui, dans le fond, émergent de la nature. Puis ça, c'est une autre grande erreur épistémologique, je pense qu'on a tendance à faire quand on étudie l'être humain. Puis je pense qu'on l'a toujours fait, cette erreur-là, puis c'est l'erreur la plus fondamentale en sciences humaines, c'est de détacher l'humain de la nature. Or, l'humain est un animal qui a émergé de la nature et qui, oui, a produit des œuvres culturelles tellement complexes qu'elles semblent exister indépendamment de la nature, mais elles ne sont qu'une émergence d'elle. Un peu comme un chant d'un oiseau, si on veut. Tu sais, tu peux pas dire que le chant de l'oiseau ne fait pas partie de la nature de la même façon. Les langues humaines sont nées dans les forêts, pareil comme un chant d'oiseau. Donc bref, il y a des questions fondamentales épistémologiques ici que je pouvais pas ne pas aborder d'emblée un peu, mais si on regarde finalement l'évolution du féminisme, on voit un peu le dérapage qui s'est fait en sciences humaines en général. Et donc, la première vague féministe, c'est une vague vraiment pas sexiste. C'est une vague contre le sexisme. Donc, c'est né dans un élan non sexiste. De dire essentiellement, les femmes ne sont pas inférieures, les femmes devraient avoir le droit de vote, les femmes ne sont pas des possessions de leurs hommes, etc. Et la deuxième vague féministe a poussé ça un peu plus loin en disant, ben, si on accepte les premiers postulats qui sont que la femme n'est pas une possession de l'homme, ben, par exemple, le corps de la femme lui appartient à elle-même et donc son outil reproducteur aussi. Évidemment, déjà, là, d'emblée, on commence à avoir un peu plus de nuances à faire. Grosso modo, je pense que la plupart des gens comprennent l'évidence de la chose, que oui, effectivement, c'est le corps de la femme, ça lui appartient à elle. Par contre, évidemment, légalement, le père a quand même des droits aussi. Et évidemment, la femme ne peut pas faire n'importe quoi et le corps médical non plus. Et ça, le fait que le corps médical ne peut pas faire n'importe quoi dans le sens où il ne peut pas juste obéir à la femme qui dit « je veux plus de cet enfant-là, avorte-moi n'importe quand, selon n'importe quelle condition médicale, peu importe quand dans la grossesse », a amené un des premiers grands dérapages qui a été essentiellement l'idée du patriarcat. Donc, le corps médical était surtout masculin. Et donc, c'était une façon, encore une fois, pour l'homme de s'approprier les décisions de la femme par le biais de la médecine. Et même si, évidemment, il y a une certaine critique cohérente et intelligente là-dedans,
ça l'a ouvert la porte à un premier grand dérapage, parce que là, on commençait à naître les idées du patriarcat. Encore une fois, l'idée du patriarcat est correcte dans le sens de la première vague féministe, dans le sens de dire une société dirigée par les hommes qui mettent les femmes sur un pied d'infériorité est problématique. Mais le problème avec l'idée du patriarcat, c'est que ça devient une espèce de chasse à la sorcière, ironiquement, de l'homme. Donc, ça devient une espèce de position très abstraite que tous les hommes sont mauvais, sont essentiellement supportent un système abstrait qui s'immisce partout et qui contrôle tout. Et donc, le patriarcat a vraiment une espèce d'élément de psychose, là, à mon avis, dans le sens où, très rapidement, quand on parle du patriarcat, encore une fois, ça ne veut pas dire qu'il n'existe pas certaines formes de domination masculine. Il existe aussi certaines formes de domination féminine, mais étrangement, on ne parlera jamais du matriarcat. On va juste parler du patriarcat. Et le patriarcat devient très abstrait et diabolisé un peu comme une espèce d'entité supernaturelle qui tire les ficelles depuis le derrière des sociétés et qui, à quelque part, devient, comment on pourrait appeler ça, l'épouvantail ou le fourre-tout de toute culpabilité, de toute problématique. Donc, les guerres existent à cause du patriarcat, le capitalisme existe à cause du patriarcat, comme si, en fait, toute forme de vice humain émergeait de l'homme et jamais de la femme. Et évidemment, ce genre de positionnement-là peut mener à des idées extrêmement sexistes. Par exemple, la quatrième vague féministe, surtout connue sous le nom de MeToo, disait essentiellement de croire le témoignage des femmes. Donc, toute la nuance juridique était comme évacuée en disant, ben, il faut croire les femmes. Puis évidemment, c'est des hashtags qui ont arrêté d'exister parce que très rapidement, on s'est rendu compte que c'était absurde parce qu'il y a eu plein de situations où on a vu des mensonges de femmes, etc. Parce que, évidemment, les femmes aussi sont capables de mentir. Et ne pas le reconnaître, c'est clairement du sexisme. Et cette espèce de... Je reviens à l'idée du construit social, a ouvert plein d'autres sortes de dérapages. Donc, par exemple, là, je ne sais même plus c'est quoi, là, mais le dernier hashtag LGBT qui est comme, je sais pas moi, il est rendu comme 15 lettres, qui fait une espèce de cumul de tout ce qui est... Tu sais, en fait, il devrait juste faire un hashtag simple qui dit quelque chose comme « pas hétéronormatif cisgenre ». Tu sais, ça serait clair parce qu'il arrêterait de bouger l'hashtag. Puis ça serait dans le fond tout ce qui est pas... tu sais, comment ils appellent ça? Donc, le sexe désigné à la naissance. Mettons un homme avec un sexe désigné à la naissance homme qui s'identifie homme, puis qui est hétérosexuel, qui aime les femmes. C'est comme un peu le standard. Puis d'ailleurs, pour revenir un peu à la biologie, c'est ce qu'on retrouve surtout dans le règne animal. Encore une fois, ça ne veut pas dire qu'on ne voit pas d'homosexualité dans le règne animal, mais c'est la normale. Puis la normale, c'est une notion statistique. C'est juste de dire que la plupart des gens sont là. Donc le hashtag, super complexe, qui essaie d'inclure tout ce qui n'est pas normal, fait beaucoup référence à la notion que le genre étant construit, on peut en faire ce qu'on veut. Puis c'est vrai que c'est correct d'en faire ce qu'on veut. Je veux dire, si une personne veut s'identifier n'importe quoi, là, tu sais, comme souvent les gens le font en joke, mais c'est sérieux. C'est-à-dire que tu peux t'identifier comme un loup. Il y a des gens je sais pas moi, ben moi, par exemple, à un moment donné dans ma vie, les gens m'appelaient beaucoup le panda à cause du Kung Fu Panda. Ça l'a parti avec ma sœur. Puis ça l'a évolué dans des groupes de Kung Fu, puis dans des parties, puis c'était rendu que tout le monde m'appelait panda. Donc, cette notion-là du panda en moi, bien évidemment, elle a un peu trouvé racine. C'est-à-dire, je me suis mis certaines fois à m'identifier. Si je vois un panda, j'y pense. Et donc, je peux m'identifier à un panda. Mais l'affaire, c'est qu'on peut s'identifier à tout ce qu'on veut dans notre imaginaire. Puis c'est vrai que c'est construit socialement. Puis la liberté artistique au niveau imaginaire et au niveau culturel est importante. Par contre, ça ne veut pas dire que je ne suis pas aussi quelque chose qui peut être reconnu de façon plus scientifique, objective et moderne dans le sens des Lumières, dans le sens d'établir des sciences rationnelles qui peuvent être partagées au-delà des cultures et des croyances, que je suis, par exemple, tu sais, au niveau des chromosomes, au niveau génétique, etc., un homme banal, tu sais, comme rien de bien important à en dire.
Un exemple, par exemple, de ça, c'est que un des endroits où on voit le plus de réticence à enlever le sexe à la naissance sur des cartes, c'est les cartes maladie, parce que les médecins veulent être capables de le voir facilement. Puis moi, je pense qu'on est rendu assez mature, qu'on pourrait en tant que société tout simplement avoir les deux. Tu sais, genre, la personne préfère être appelée ainsi, mais son sexe désigné à la naissance est tel, et il faudrait être capable d'inclure la notion d'intersexe, c'est-à-dire les gens qui ont véritablement plein de sortes de diversités chromosomiques qui essentiellement sont ni l'un ni l'autre, donc sont ni femmes ni hommes, sont un peu des deux. Bref, ça peut être compliqué, évidemment. Et donc, c'est correct de tout le nommer comme il faut et que ça soit pas, comment dire, une espèce de chaos qui vise à diaboliser la normativité. Puis, honnêtement, des fois, je me demande d'un point de vue politique, c'est quoi qu'ils pensent accomplir en faisant ça? Tu sais, admettons là que tu as... dans ma vie, on a souvent parlé d'à peu près 10% d'homosexualité en société. Mettons que tu ratisses plus large puis tu inclus plus de zones grises, mettons qu'on a 20%, tu vas quand même toujours avoir un 80% de gens qui sont normatifs. C'est quoi tu veux? Tu veux leur faire la guerre? Tu veux qu'ils soient pas normaux? Tu veux... Non, évidemment, je comprends que d'emblée, ce que tu veux, c'est qu'on respecte ta propre diversité puis ton droit d'exister. Fine, mais c'est pas une raison pour diaboliser le patriarcat ou la normativité. Tu sais? Donc, bref, il y a quelque chose qui a dérapé au niveau des sciences humaines dans la troisième vague féministe. Et je pense qu'un des problèmes de base qui a toujours été mis sous silence, c'est le sexisme. Parce que dans le fond, cette notion de patriarcat mâle par défaut et que les sociétés matrilinéaires sont toujours bonnes, c'est pas vrai scientifiquement. On a beaucoup de contre-exemples de ça. Peut-être qu'il y a une certaine tendance différente chez l'homme et la femme par rapport à certains comportements. Par exemple, peut-être qu'on peut reconnaître plus de comportements violents chez les hommes, mais ça ne veut pas dire que chez la femme, il n'y a pas d'autres problématiques. Tu sais, je ne sais pas, moi, on pourrait peut-être penser à des tendances plus manipulatrices parce que justement, la force étant moins physique, c'est moins une question de manipuler l'arme, ça va plus être une question de manipuler les relations, de manipuler les mots, de façon à réussir à obtenir ce qu'on veut. On essaye toutes de tirer notre épingle du jeu, puis tous les animaux se battent. C'est la nature. Regarde, deux arbres de la même famille s'entretuer pour aller chercher de l'eau, là, puis comment que les racines se battent les unes envers les autres. C'est l'univers qui est fait comme ça. Puis à un moment donné, accepter ça, c'est, comment dire, je pense que c'est la base d'une forme de libération fondamentale d'un point de vue spirituel. Ça me fait penser, je trouve que souvent à la télévision, c'est comme si les histoires ou les mythes ou les films sont bâtis autour d'un... Je faisais une joke à un moment donné avec mon ex, je disais « Oh no, somebody will die ». Parce que c'est toujours ça, c'est toujours comme « Oh non, quelqu'un va mourir, donc je vais faire plein d'actions parce que je veux pas que les gens meurent. » Mais tout le monde meurt. Genre, tout ce qui a un début, il y a une fin dans l'univers. C'est comme ça, même les soleils, tout meurt. Donc, je pense que quand tu rentres dans une espèce de diabolisation de la violence parce que tu as extrêmement peur de la mort, tu es dans une espèce de déni fondamental de comment les choses fonctionnent. Puis évidemment que ça va devenir difficile de faire de la science à partir de ça. Puis évidemment que tu vas chercher un coupable parce que ça te fait chier que les choses meurent, parce que tu penses que les choses devraient être autrement, qu'en fait, les choses sont ce qu'elles sont. Je dis pas qu'il n'y a pas de choix, il n'y a pas de libre arbitre, il n'y a pas une place à l'amélioration, puis qu'on ne peut pas faire d'erreurs. Mais le fait de faire des erreurs, ça fait partie de la vie. Puis l'imperfection de nos choix aussi. Et donc, c'est l'espèce de diabolisation constante, pour revenir un peu à Jésus, que celui qui n'a jamais péché lance la première pierre, ou regarde la poudre dans ton œil au lieu de voir la brindille dans celle de ton voisin. Autrement dit, les notions comme le pardon qui terminent les cycles de violence sont vraiment fondamentales pour la survie de l'humanité à notre époque. C'est pas pour rien que cette espèce d'enseignement très radical est arrivé à un moment donné dans notre époque et qui a autant pris de l'importance. Parce que sans le pardon, on ne peut pas s'en sortir. Et tous les gens qui regardent la violence qui trouvent une forme de solution, la solution, c'est pas de dire « Ah, les hommes sont méchants ». Non, c'est de dire « il faut pardonner ».
c'est ultimement là que tous les grands sages se ramassent. Et donc, quand je vois les vagues, tu sais, les mouvements LGBT ou les mouvements féministes qui sont remplis de haine, je me dis, OK, je peux comprendre qu'il y a des frustrations puis qu'on voudrait que certaines choses s'améliorent, mais il y a moyen aussi d'empirer la situation en attaquant l'autre, comme si c'était ça la solution que d'attaquer l'autre. Qu'en fait, la solution, c'est de pardonner l'autre et de lui montrer autre chose. Par exemple, tu trouves que les hommes sont trop violents? Pourquoi tu penses que les attaquer va aider ça? Tu vas juste stimuler leur violence. Mais si tu leur montres, comme disait Jésus, tu leur tends l'autre joue, pas obligé de le prendre dans un sens strictement littéral, mais de comprendre ce que ça veut dire. Si tu leur montres l'autre joue, si tu leur montres autre chose que la violence, et donc tu leur montres le revers de la médaille qui est le pardon et l'amour, bien là, peut-être que oui, l'homme en question va changer. Ce qui m'amène d'ailleurs à un dernier point, le livre, là, je pense que je l'ai prêté à mon père, Of Boys and Men, qui est une réflexion extrêmement scientifique sur des statistiques par rapport à comment l'évolution du féminisme s'est faite. Et une phrase que lui, il dit, que j'aime beaucoup, il dit, c'est pas que le féminisme a été trop loin, c'est que le féminisme n'a pas été assez loin. Le féminisme s'est intéressé au rapport traditionnel des sexes et a dit, il faut que les choses changent pour les femmes. Mais il n'a comme pas compris que c'était inévitable qu'il fallait que les choses changent pour les hommes aussi. Et donc, c'est comme si les modèles ont changé pour les femmes, mais pas pour les hommes. Un exemple très simple qu'il donne, c'est qu'il y a eu plein de subventions pour amener les femmes dans des domaines plus traditionnellement masculins, comme, mettons, la construction, les mathématiques, l'ingénierie, mais qu'il n'y a pas eu le tiers du corps des subventions pour amener les hommes vers les jobs plus traditionnellement féminines, comme l'éducation, les infirmières, peu importe. Donc, c'est de dire, si on veut vraiment une société non sexiste, il faut parler en termes non sexistes. Et évidemment, le terme féministe lui-même est problématique. Parce que le terme féministe, on comprend ce qu'il voulait dire au début de son histoire, mais maintenant, malheureusement, effectivement, il est rendu surtout du sexisme envers les hommes. Et donc, peut-être qu'il faudrait commencer par changer de mot, puis au lieu de constamment parler du féminisme, mettre de l'avant des notions plus rationnelles de non-sexisme. Et je pense que là, on va faire autant attention aux femmes qu'aux hommes. Et donc, peut-être arriver à une forme de paix. Peut-être qu'une des plus grandes problématiques dans nos sociétés actuellement, c'est qu'un peu partout, les femmes et les hommes sont en guerre les uns comme les autres. Et ça défait les noyaux familiaux, ça défait les structures familiales. En passant, Confucius disait que l'unité fondamentale d'une société, c'était la famille. Et clairement, on voit dans nos sociétés, avec les divorces, puis les séparations, puis les couples qui ne sont pas capables de trouver aucun compromis, qu'il y a une guerre des sexes qui est néfaste pour notre société, pour l'humanité au complet, ultimement. Voilà, c'était ma réflexion sur le fait que le féminisme, maintenant, c'est du sexisme, puis il faut arrêter le sexisme. Et donc, que le féminisme se renouvelle, ou tout simplement qu'on arrête d'utiliser ce mot-là et qu'on parle de non-sexisme, qu'on s'attaque au problème même du sexisme.